Bienvenue à En français s'il vous plaît, votre émission sur la langue française. Je me présente Cédrimi et j'aurai le plaisir de vous accompagner au cours des prochaines semaines à cette émission qui promet d'être riche en informations, inspiration et histoires reliées à cette belle langue auquel nous communiquons au quotidien, le français. Au cours des prochaines semaines, je recevrai entrepreneurs, artistes, historiens, ainsi que toute personnalité qui partage ce même amour que moi pour la langue de Molière. Permettez-moi de vous présenter mes tout premiers invités de ce premier épisode, à commencer par Stéphane Tessier, Marie-Lou Mucret, Gérald Max Desilus, Philomena de Oliveira, Boucard Diouf ainsi qu'Aliona Stéjar. Êtes-vous prêts? Je suis prêt à En français, s'il vous plaît. Mon premier invité, habituez-vous à lui puisque ce sera un collaborateur régulier de l'émission. C'est un plaisir pour moi de vous présenter Stéphane Tessier, historien, conférencier, vulgarisateur en histoire. Salut Stéphane, bienvenue à l'émission. Bonjour Cédric. Très content de te recevoir. Là, on va parler de la base, OK? L'origine de la langue française parce qu'on ne se le cachera pas, il y a quand même une différence entre le français d'ici et le français de France, n'est-ce pas? Ah, arrête donc, toi. Oui, effectivement, au Québec, on parle un français qui est différent. Ah non, mais c'est quoi que tu dis avant qu'on enregistre l'émission? Quelle langue qu'on parle ici? On parle un français d'une autre époque. Juste dire aux spectateurs, il disait au Québec, on parle en français. Ah, en français, oui, c'est oui. ça que tu disais. En France, on parle le français, mais ici, on parle le français. Ouais. Ben, justement, parle-moi avant de parler des différences et de ce beau mix d'accents qu'il y a, bien évidemment, on le sait tous, ça a commencé en France. Donc, parle-nous des origines de la langue française dans le vieux continent européen. Oui, ben pour découvrir l'accent québécois et notre vocabulaire qui est propre à l'Amérique du Nord, il faut remonter au temps de la Nouvelle-France. Comment était le français en France? Les gens qui viennent ici, c'était quoi leur culture? C'était quoi leur langage? Faut savoir qu'en France, au moment ce qu'on appelait l'ancien régime avant la Révolution française, il y a deux manières de parler le français dans la région parisienne, dans l'Île-de-France. C'est le bel usage puis le grand usage. Okay. Le bel usage, cher Cédric, c'est les conversations, on pourrait dire, informelles, privées, comme si on ouvrait une bière, moi puis toi, puis il n'y aurait pas de caméra, on aurait un autre niveau de langage. Okay. Et il y avait aussi un niveau, un discours qu'on disait le grand usage. Ça, c'était quand on parlait en public. En théâtre, au théâtre, un avocat quand il va plaider, ou le curé quand il monte en chaire, il y a un niveau de langage qui est dans un autre contexte. Est-ce qu'on peut dire que ce français-là, qui était grand public, était plus soutenu, poétique que celui qui était un peu plus privé, qui était peut-être, je ne sais pas moi, un peu plus cru et ou vulgaire, ou ça n'a aucun rapport? Tout à fait, mais on ne le voyait pas comme ça non plus à l'époque. Hein? Okay. Il faut savoir, par exemple, qu'à la cour du roi de France, c'est le bel usage et non le grand usage qu'on fait usage. Okay. Alors, parce qu'on disait, par exemple, à la cour de France, quelqu'un qui va prendre soin d'appuyer chaque consonne, de prononcer chaque lettre, il s'écoute parler. C'est quelqu'un de pompeux, c'est quelqu'un qui se prend pour un autre, il s'écoute parler. Tandis que eux, ils disaient que le bel usage, c'était quelque chose de naturel, de spontané. Alors, c'était quelqu'un d'honnête et de pas pompeux, il va parler le bel usage. Tandis que il y avait des gens qui utilisaient le grand usage, c'était souvent les gens très lettrés. Quand on arrive dans les années 1700 ou 18e siècle, on arrive dans le siècle des Lumières. C'est des gens très scolarisés qui ont eu des cours de latin. Et ces gens-là, en latin, prononcent chaque lettre. Alors, éventuellement, ils vont commencer à imposer des changements dans la manière de parler, puis ça va se faire graduellement, peu à peu. Est-ce que tu peux me faire un exemple de mots qui se disaient à cette époque-là, puis qu'il y a eu peut-être une modification au fil des époques? Oui, comme par exemple,
il était courant dans le bel usage à la cour de France de dire tout ce qui finit en R, comme, je sais pas moi, un chercheur, on va être un chercheux. On cherche pas, on prononce pas le R. L'heure, le. Leur voiture, le voiture. Fait que dans le fond, c'est comme un peu un préambule de ce qui se passe au Québec parce que dans la langue qu'on utilise aujourd'hui, je veux pas dire québécoise parce que c'est quand même la langue française, mais la particularité québécoise fait en sorte que des fois, on efface des lettres comme ça. Donc, tu es en train de me dire que ça appartient en France, ça. C'est un héritage qui vient de cette période-là. Parce que les gens qui vont venir ici en Nouvelle-France, c'est des gens qui vont venir ici, qui utilisent le bel usage, qui n'utilisent pas le grand usage. Car ici, il va y avoir des gens quand même, pas dire lettrés, mais pas nombreux. Alors, c'est pas le discours des gens du siècle des Lumières qu'on va avoir ici. C'est des gens qui vont avoir un discours qui représente l'élite. À l'époque, c'est la noblesse. La Révolution française n'est pas arrivée. Puis ça arrive souvent un peu aussi dans toutes les sociétés. Le groupe dominant impose des pratiques culturelles et là, c'est une manière de parler. Alors, les gens qui arrivaient ici, parce qu'en France, avant la Révolution française, on parle de 1789, avant cette période-là, en France, il y a plusieurs langues. Hein. On parle l'occitan, il y a plusieurs langues à l'intérieur de la France. Puis éventuellement, ceux qui arrivent ici à l'époque du régime français, on va voir pour des raisons administratives, il y a le français du bel usage qui va s'imposer. Puis les gens qui vont naître ici, les enfants, ils vont utiliser le bel usage. Fait qu'ici, en Nouvelle-France, au Québec de l'époque, on va avoir une unification linguistique avant la France. Il va falloir attendre en France. Là, je saute peut-être la capsule la semaine prochaine. Ben, c'est pas grave, tu nous mets déjà l'eau à la bouche, mais... Mais lors de la Révolution française, il va y avoir une unification linguistique en France. Ici, ça va avoir lieu beaucoup de temps avant, mais c'est le bel usage qui s'impose. C'est ça, parce que corrige-moi si je me trompe, Stéphane, les gens qui venaient en Nouvelle-France, c'était des gens qui voulaient refaire leur vie. Parce qu'aller dans un nouveau continent alors qu'on ne connaît pas grand-chose, il faut vraiment se jeter dans le vide. Et ceux qui restaient en France, j'imagine, c'était ceux qui étaient déjà établis, qui avaient déjà leur carrière ou qui menaient une bonne vie. Ceux qui viennent ici, c'est essentiellement des gens qui cherchent un meilleur avenir. C'est ça. Donc, c'est pas les privilégiés. Là. Alors, on retrouve des gens pas nécessairement lettrés. Là. Au régime français, lors de la Nouvelle-France, c'est à peu près 20% de la population s'élève à une certaine époque. Là. Alors, c'est pas si élevé que ça. Hein. Puis, je veux peut-être faire un parallèle, pas juste au niveau de la langue, mais au niveau de la culture, étant donné qu'il y a eu cette différenciation de la langue, ou du moins de l'accent. Il y a dû avoir aussi certaines différences culturelles, parce que de ce que je comprends, c'est des classes sociales différentes. Donc, il y a des choses qui se sont développées autres que la langue française dans la Nouvelle-France de l'époque. Bien, comme je disais, il y a le bel usage qui va s'appliquer vraiment à la grandeur de la Nouvelle-France. Alors, qu'en France, ça va prendre un certain temps que la mode linguistique à Paris ou que le pouvoir va s'étendre au pays. Ici, par exemple, le son « ouah », il va se prononcer « oui » à la grandeur de la Nouvelle-France, alors qu'en France, ça va prendre un certain temps avant que ça atteigne certaines régions. Puis, il y a une chose aussi intéressante, c'est que les classes sociales, ici, il y en a moins. Il y a moins de gens. Alors, ce qu'on appelait le seigneur à l'époque, qui est l'équivalent du pouvoir, il est assez près de la population. Alors, le seigneur, souvent, il est à la rue à côté, le rang à côté à l'époque plutôt. Alors, il y a une proximité entre la population et le pouvoir qui n'est pas si grande que ça. Et puis, il y a beaucoup de voyageurs français qui viennent ici à l'époque de la Nouvelle-France, et même aussi des gens qui parlent français mais qui ne sont pas français. Quand ils sont venus ici, on dit ici, les gens n'ont aucun patois. Patois, ça veut dire ils parlent une autre langue. Ça veut dire qu'ils parlent français et leur accent est pur. Alors, comme à Paris, alors on remarque seulement la seule différence, c'est un vocabulaire. C'est dans le type de lexique de vocabulaire qu'on a ici, qui est différent de la France. Et non l'accent, on ne parle pas de l'accent. On va utiliser, par exemple, on va remarquer qu'on utilise des termes maritimes, comme
débarquer, embarquer d'une Ouais. carriole. Les gens disent, ben non, on monte, on descend d'une carriole. Alors, ou sinon, haler quelque chose. Hein, on va tirer, on va haler quelque chose. Ça vient du monde maritime. Les gens sont pas très étonnés de l'accent, mais ils remarquent qu'il y a un vocabulaire. Ah, c'est différent. En 15-20 secondes, Stéphane, mets-nous l'eau à la bouche pour le prochain épisode. De quoi tu vas nous parler? Ben, justement, quel changement est arrivé en France pour mener à un changement linguistique qui va éventuellement revenir ici? C'est la Révolution française qui va être un changement historique. Et c'est quelque chose que nous, on ne connaîtra pas ici parce qu'on va être séparés de la mère patrie quelques années avant par la conquête britannique de 1763. Merci beaucoup, Stéphane. Bien hâte d'en entendre plus. Et si les gens ne peuvent pas attendre et veulent en savoir plus sur toi, c'est pas compliqué, stéphanetessier.ca. Donc, d'ici là, un gros merci. Et puis, restez des nôtres, chers téléspectateurs, puisque ma prochaine invitée est nulle autre que Marie-Lou Mucret. Ma prochaine invitée est une actrice, entrepreneur, cofondatrice de Nouveau Cadre, mais je peux me vanter aussi d'être son amie. Marie-Lou Mucret, bienvenue à l'émission, tellement content de te recevoir. Ben merci, Ced. C'est la deuxième fois qu'on partage l'écran, en quelque sorte. Je t'ai déjà invité à mon podcast l'année dernière, mais j'ai quand même des choses que je viens tout juste d'apprendre à ton sujet. Je pensais que tu étais québécoise, mais non, tu es née dans un autre pays. Mais disons que j'ai la double nationalité. OK. Fait que je suis née à Paris, dans le 13e arrondissement. Ah, ça explique bien des choses. Mais je suis arrivée ici à l'âge de 3 ans. OK. Puis quand je suis arrivée à Montréal, pour moi, c'était vraiment ma terre, là. J'avais dit à mes parents comme j'étais bien à Montréal, au Québec. Mais toi, tu es né de parents qui sont français, qui sont parisiens. Donc, on ne se le cachera pas. Peut-être que tu étais bien quand tu étais arrivé au Québec, mais il y a un clash culturel et surtout linguistique par rapport aux Français. Ben clairement. Mais je pense que c'est plus mes parents qui l'ont vécu que moi, parce qu'à 3 ans, on apprend encore à parler. Puis moi, j'ai vraiment adopté très rapidement l'accent québécois, même que mes parents, c'était comme, c'est vraiment une petite Québécoise, notre fille. Mais pour mes parents, ça a été plus difficile de s'adapter que pour moi, là, parce que je suis arrivée tôt. OK. Puis, est-ce que tes parents ils étaient justement en train de vouloir continuer à te mettre dans un cadre de parler français de France ou ils te laissaient aller? Ils me laissaient aller, mais à la maison, j'ai vraiment eu une culture française. Puis quand j'allais à l'école, c'est la culture québécoise, mais j'avais comme un espèce d'accent mixte, ce qui fait qu'à l'école primaire, on m'appelait la petite française. Puis moi, j'aimais vraiment pas ça. Okay. Je voulais être québécoise. Fait que j'ai vraiment choisi d'avoir l'accent québécois parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont des parents français comme moi, mais qui gardent leur accent français. Puis moi, c'était vraiment pas ça que je voulais. Même que quand je vais en France, parce que j'y retourne régulièrement voir ma famille et tout, je fais exprès de garder mon accent québécois parce que je suis fière. Puis j'ai l'impression de me dénaturer quand je prends l'accent français. Mais c'est drôle parce que corrige-moi si je me trompe, on dirait que la plupart des gens, c'est peut-être une croyance ou un préjugé, un stéréotype. Il y a des gens qui disent le français de France est plus soutenu et même meilleur que le français québécois, alors que c'est pas vrai. Mon opinion est que, peut-être tu la partages, ce sont des Français qui sont différents. C'est ça la beauté de la langue, c'est qu'il y a plusieurs accents, plusieurs particularités. Donc, est-ce que tu remarques chez ta famille qui est en France ou tes amis français, qu'il y a comme ce genre de niveau différent? Notre français il est meilleur que le vôtre ou vice-versa? Mon père, c'est vraiment un Français dans tout ce qu'on comprend du français. Fait que pour lui, les Français ont un meilleur vocabulaire que les Québécois et il me l'a toujours fait comprendre. Puis pour lui, c'était important que même si j'ai l'accent québécois, j'ai le vocabulaire des Français, ce qui veut dire un vocabulaire vaste. Mais c'est quand même prouvé que je sais pas combien de mots les Français ont plus dans leur vocabulaire que les Québécois, là. Mais ils en ont plus. Puis ça fait partie aussi des livres qu'ils lisent dès le primaire puis le secondaire dans le cursus scolaire, là. C'est juste que le cursus scolaire est différent en France puis au Québec. Fait que, mais au Québec, nous, au niveau scientifique, c'est meilleur qu'en France, mais au niveau littéraire, c'est meilleur qu'ici, en France. OK. Et parle-moi justement de ton parcours en tant qu'actrice. On ne se le cachera pas, principalement, c'était des œuvres que tu faisais en français, mais est-ce que justement, il devait y avoir
cet ajustement au niveau de la langue? Est-ce que tu te faisais des fois recadrer, c'est trop québécois, pas assez? Si tu regardes un peu les œuvres, les projets auxquels tu as participé ces dernières années? Non, moi. On t'a dit sois toi-même? Ben, pas soit toi-même, je faisais un personnage, là, mais Ouais. ben, il savait c'était quoi mon accent, puis comme on l'entend, je suis québécoise, tu sais. Ouais. Mais récemment, j'ai dû jouer dans une émission, puis je devais jouer une Parisienne qui venait d'arriver. Mais ça a été un gros challenge pour moi. Ouais. Puis comment le texte était écrit, c'était pas parfaitement bien écrit niveau parisien. Donc, je leur ai demandé, est-ce que je peux le réécrire? Fait que j'ai appelé ma cousine, qui est une actrice française parisienne, puis elle m'a coachée autant pour le texte que pour l'accent. Fait que ça a été plus difficile pour moi de faire ça que d'être juste naturelle puis de parler avec mon accent québécois. C'est quand même drôle, hein? Une Parisienne née, parce que tu es née à Paris, qui doit apprendre le français parisien. Non, mais ça veut dire que ton immersion au Québec, ça s'est fait naturellement, comme tu l'expliquais plus tôt, il y a quelques minutes à peine. Et je veux parler aussi de l'aspect coaching, parce que tu es actrice, mais tu coaches des acteurs, actrices en devenir. Et là, ben, il n'y a pas juste un clash culturel, il y a un clash générationnel au niveau des jeunes. On s'entend que des fois, ils peuvent dire quelque chose, les adolescents, puis on ne les comprend pas, au même titre que nous, comme quand on était ados à 14-15 ans, on disait des choses que nos parents ne comprenaient pas. Donc, toi, quand tu coaches des jeunes, des ados, est-ce que des fois, justement, tu les corriges ou tu les laisses être eux-mêmes? Parce qu'il y a quand même, justement, un clash générationnel au niveau de la langue. Bien, en général, ils ont des textes. Ouais. Donc, ils doivent parler comme le texte est écrit, mais je te dirais que des fois, j'en coach pour des podcasts. OK. Là, c'est différent parce qu'il n'y a pas de texte. Donc, récemment, j'avais un podcast qui s'appelle Entre couilles. C'est un podcast en collaboration avec Nouveau Cadre. Puis, c'était 2 jeunes garçons entre 19 et 21 ans. Puis, il y en a... Celui de 21 ans va à l'université en ce moment, donc je te dirais que son parler est très soutenu. Mais l'autre a lâché l'école. OK. Puis même s'il est très intelligent, ben, il avait une manière de s'exprimer qui était un peu plus Gen Z, justement. OK. Avec, il mélangeait beaucoup l'anglais dans sa manière OK. de parler. Puis, des fois, il disait des mots... je sais même pas c'est quoi les mots de cette OK. génération-là, OK? Mais comme Ouais. tu disais, c'est comme nous, dans notre génération, nos parents nous comprenaient pas tout le temps. Puis je lui disais, regarde, c'est un podcast pour éduquer la sexualité. Ça ne va pas juste être écouté par ta génération à toi. Donc, il Ouais. faut que tu fasses un effort pour que tout le monde te comprenne. Mhm. Puis il a fait cet effort-là. Ouais. Parce que des fois, je comprenais pas ce qu'il disait. OK. Puis, qu'est-ce que tu en penses de ça, de l'évolution de la langue avec les générations? Tu te rappelles quand on était au secondaire, à un moment donné, on s'est fait dire que, je te donne un exemple comme ça, on pouvait dire des chevals, on n'était plus obligé de dire des chevaux. Ouais. Il y a comme une certaine, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'évolution, mais il y a comme des certains changements qui se font avec les époques. Et puis, on sent qu'il va y avoir d'autres changements comme ça au fil des années, au fil des générations. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que c'est bien ou pas bien pour la langue française? Moi, je pense que c'est super beau. En fait, depuis le début, la langue évolue. Ouais. Puis elle suit le cours de ses peuples, en fait. Là. Puis c'est comme la vie, c'est un cycle en perpétuelle évolution et mouvement. Ouais. Puis je pense que c'est un peu ridicule de ne pas vouloir ces changements-là parce que c'est comme si tu t'accroches à quelque chose dans le temps qui est figé alors qu'il n'y a rien de figé dans le temps, à mon avis. Il faut évoluer. C'est comme là, ils ont rajouté dans le dictionnaire, il me semble, le IL. Oui, le OK. pronom IL. Il y a le pronom il n'y a pas IL. juste il, il n'y a pas juste elle, il y a aussi maintenant le pronom IL. Ben oui, ben c'est parce que maintenant, il y a plein de gens qui s'identifient comme étant IL. Ouais. Puis on accepte ça. Donc, je trouve que ça fait du sens que de rajouter ça, peu importe qu'on soit pour ou contre. Je pense même pas qu'il faut se positionner, il faut juste l'accepter. Ouais. Fait que c'est ça ma réponse. Il faut juste accepter les changements. Puis, Mais j'aime pas le changement chevaux-cheval. Moi, je dis encore Non, des chevaux. les chevaux, OK. Ça m'a énervé par contre. Mais ça, il faut que tu l'acceptes. S'il Ben faut oui. accepter IL puis les autres mots, il faut accepter ça aussi. Ben oui, t'as raison. En terminant, Marie-Lou, qu'est-ce qui te rend le plus fier de pouvoir exercer ta vie personnelle et professionnelle au Québec où ce qu'on a certaines particularités culturelles et linguistiques avec la langue? C'est quoi qui te rend le plus fier d'exercer ton métier et de vivre ta vie au Québec? Ben, je me suis déjà posé la question à savoir est-ce que je voulais retourner vivre en France ou en Europe? OK. Et la réponse est catégoriquement non.
La vie est beaucoup plus difficile. Je vais parler surtout de la France, que je connais bien. La vie est beaucoup plus difficile là-bas, surtout pour un artiste et un entrepreneur. C'est pas ouvert comme ici. Ici, c'est le monde des possibles. C'est un peu comme aux États-Unis, comme un grand dit « never say never ». Je l'ai dit en anglais, mais comme c'est ici, même si tu viens d'une famille d'ouvriers, tu peux devenir autre chose. Tu peux devenir qui tu veux, dans le fond. C'est ça. Puis c'est ça que j'aime avec le Québec, c'est vraiment la liberté pour moi d'être qui tu veux, où tu veux. Tu peux parler français, tu peux parler anglais, on accepte tous les accents. C'est vraiment une province d'acceptation, à mon avis. C'est pour ça que je l'aime. Tout à fait. En terminant, Marie-Lou, si on veut en savoir plus sur toi et sur les projets que tu œuvres, je te laisse 15 secondes pour te plugger. OK, parfait. Ben moi, on peut me découvrir sur Instagram avec Verso par Marie-Lou Mucret. Là-dessus, vous allez découvrir mon agence d'acteurs et d'actrices. Et sinon, il y a mon organisme d'éducation sexuelle pour les jeunes qui s'appelle Nouveau Cadre, aussi sur Instagram et TikTok. Que je connais très bien. Un gros merci, Marie-Lou Mucret. Restez des nôtres puisque notre prochain invité est un slammer, Gérald Max Desilus. Mon prochain invité, je suis très excité de vous le présenter puisque je vais le qualifier d'ami. Oui, quand j'ai commencé à animer à la télé Laval, c'était un homme derrière les projecteurs, le caméraman, mais aujourd'hui, il est avec vous, devant les projecteurs. Gérald Max Desilus, bienvenue à l'émission. Un plaisir pour moi, Ced. Quel plaisir de te revoir. Écoute, on se suit sur les réseaux sociaux, mais tu as pas mal cheminé, je te dirais. Avant, tu étais derrière les projecteurs et aujourd'hui, tu es producteur, réalisateur, slammer. Tu portes plusieurs chapeaux, mais justement, parle-moi de qui tu es derrière ces projets-là. Comment on pourrait te décrire? Je suis un visionnaire. Je suis un visionnaire créatif. Je suis surtout aussi un motivateur. Donc, j'aime écrire, j'aime être capable d'inspirer les gens et de faire les gens réfléchir. Mon but, justement, à travers ce projet-là, c'est d'arriver à amener les gens dans une plus grande conscience collective. Puis, parlons de toi parce que tu es né au Québec, parent haïtien. Donc, tu as appris le français et le créole. On ne se le cachera pas, il y a énormément de similitudes dans ces deux langues, mais tu as été capable, j'imagine, de faire la distinction entre les deux quand tu étais petit ou c'était un peu mêlé? Tu parlais franco-créole lorsque tu étais enfant? Honnêtement, au début, c'était très mélangeant pour moi parce que chez nous, donc les Haïtiens, tu sais, déjà, on parle créole en Haïti, mais le français aussi, tu sais, il est très présent, tu vois. Donc, chez moi, on nous disait on devait parler créole, mais on nous disait surtout, tu sais, il faut apprendre à bien parler français, tu vois. Partant de la maison, tu t'en vas maintenant rencontrer tes amis à l'école. Tes amis, les autres, ils parlent québécois. Là, quand tu parles québécois, quand tu rentres à la maison, tes parents te disent « Non, non, ça, c'est pas le bon français. » Mais c'est un peu mélangeant. Mais après ça, tu sais, j'ai pu faire la différence au fur et à mesure, tu sais, en me disant, comme tu sais, dans mon cheminement à moi, parce que mes parents, c'était très important de ne pas parler, de parler un bon français bien articulé. Un français soutenu, voilà. J'ai pris l'habitude maintenant quand je parlais avec mes amis à l'école, je parlais québécois. Puis quand je rentrais à la maison, ben, je me conformais un peu là, à comment il fallait parler le français. Mais chez nous, c'est très obligatoire de bien s'exprimer. OK. Et puis, quand tu as grandi après ça, le secondaire, tes premières années d'expérience au travail, c'est lequel des deux français que tu as gardé? Je te dirais que moi, j'ai gardé le français un peu plus québécois, tu vois, parce que, tu sais, la majorité des gens que je côtoyais à l'école, les gens avec qui que je travaillais et tout ça, donc, tu sais, souvent, ils disaient, ah, ben là, si tu parles trop français, t'es trop coincé. Je dirais que quand j'étais plus dans ma communauté, là, j'allais parler ce français-là. Sinon, j'ai pris la langue populaire aussi. Tu sais, la langue, elle vient de plusieurs jargons. Donc, tu sais, il y a eu le jargon aussi, tu sais, de la langue américaine. Tu sais, puis, fait que là, ça a été un mélange. Finalement, notre langue, elle est créole, tu sais. Tu sais, elle est un mélange de tout. Mais
c'est ça qu'on peut qualifier aussi par rapport au Québec. On Ouais. est dans une société nord-américaine où ce qu'on baigne autour de l'anglais. Exact. On ne veut pas avec le Canada et les États-Unis. Mais au Québec, justement, on joue avec un peu cet aspect-là qui Mhm. est anglophone, mais on a aussi nos particularités de la langue française qui est importante. Et toi, on en rajoute encore plus avec le créole dans la famille. Mais là, j'aimerais qu'on avance un peu plus dans le temps. Ouais. Là, après ça, oui, tu as des expériences derrière la caméra, mais quand tu as décidé d'être producteur, réalisateur et slameur, j'imagine que pour toi, c'était quand même important la langue française au niveau de ton coaching, de tes interactions avec les artistes que tu côtoies? Totalement, c'est parce que je me suis intéressé à la poésie d'abord. Tu comprends? Donc, je suis tombé un peu amoureux de faire des rimes. Donc là, en découvrant le français, j'ai découvert les possibilités parce que le français, il y a une grande gamme de variations de sons, de connotations et tout ça. Donc là, j'ai commencé à m'amuser avec la langue, tu vois? Et c'est ce qui me permis de commencer à écrire du rap au début, mais donc qui était du rap, qui était de la poésie. Mais en devenant producteur, comme j'avais une émission de radio qui s'appelait Émission Chill, contenu hip-hop intéressant de long en large. Okay. Donc c'était pour promouvoir le rap conscient, mais qui avait des bons contenus, des contenus qui étaient soutenus, des contenus qui étaient riches et intelligents, tu vois. Fait que là, quand je me suis lancé en tant que producteur, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de médias qui en faisaient la promotion. Donc, j'ai commencé à produire moi-même mes vidéos, des vidéos pour les autres artistes, mais je sélectionnais, moi, par mes goûts personnels, toujours ceux, qui avaient des vocabulaires enrichis, puis tout ça. Puis de ça, quand je me suis vraiment retrouvé dans le slam, j'ai commencé à faire du slam depuis les années 2000. Et là, j'ai remarqué que j'avais une connexion particulière avec la langue. Tu parles de slam. Parle-moi de ton projet que tu m'as expliqué en long et en large hier lors de l'émission le spectacle bénéfice de TV Laval. Tu parlais du projet Messi. Ouais. Mais pour les gens qui nous écoutent, fais-nous découvrir ce beau projet-là. Ben, Messi, c'est le mouvement Montréal, Élévation, Slam, Sommet international. OK? Et mon objectif dans Messi, c'est en même temps un concours de slam qui est à la recherche des meilleurs textes, qui est à la recherche des meilleures performances, mais surtout des personnes qui ont les plus beaux messages qui nous font grandir, des personnes qui sont capables de nous toucher. Puis la compétition elle-même, elle s'appelle Feu Sacré. Okay. Puis le feu sacré, c'est le verbe, tu vois? Donc, c'est quand tu possèdes le verbe, là, tu arrives, donc l'état de transe, on peut dire, tu sais. Fait que quand tu possèdes le verbe, maintenant, les mots, viennent qu'avoir une connexion spéciale avec les personnes qui t'écoutent, tu vois? Ouais. C'est un peu plus interactif, tu vois? Mais pour ton concours, parce que je veux pas faire peur aux gens, parce que il y a tellement de possibilités. On n'a pas besoin d'être un artiste, d'un chanteur ou venir du milieu artistique pour participer à ce concours. De ce que je comprends, un médecin, un travailleur dans la construction, un enseignant, n'importe qui peut participer. De la façon qu'on lance la campagne, on vise différents secteurs. Les universités, les centres communautaires, les monsieur, madame. Même on a même une Slam Academy pour les gens qui veulent prendre une formation rapidement, écrire leur texte, puis après ça, maintenant, si le texte est bon, puis la livraison et le message est bon, bien, on les fait passer en audition. Okay. Sur ce, de Messi, il y a une émission qui s'appelle Messi Tribune, justement, qui va être produite avec TVRL. Messi Tribune va être la vitrine pour justement montrer ce talent-là, montrer où est-ce qu'on se déplace, les personnes qui commencent à, le monsieur, madame, tout le monde, les jeunes dans les centres communautaires, les gens dans les universités. Parce que tout le monde a une histoire à raconter. Tout le monde. Je veux pas plugger mon agence marketing, mais c'est le slogan de l'agence Rémi, c'est « On a une histoire à raconter ». Exact. Donc, on arrive bientôt à la fin. Je veux nous réserver un petit moment de slam. Ouais. Mais avant, Gérald, c'est où qu'on peut en savoir plus sur ce beau projet? Allez sur le www.messimetaverse.art. Et sur Messi Metaverse, toutes les informations sont là. Et vous allez voir, comme si vous voulez chercher pour la Slam Academy, ça va être dessus. Pour Feu Sacré, ça va être dessus. Parfait. Et bien, comme je l'ai dit, on termine le segment avec un slam. Donc,
Je te laisse aller, mon cher. Je t'écoute. Dans une des émissions les plus grandes de cette métropole, j'extrapole mon talent lyrical à Laval. Ce moment est capital parce que je capitalise tous ces mots de français pour pouvoir parler de ce qui est vrai ou faux dans cette francophonie. Moi et ma troupe développons devant ce groupe la vie de plusieurs étudiants, représentant la patrie de différents pays, et je vous avertis, on n'exprime pas toujours notre philosophie avec un langage bien poli. Mais la vérité qu'on déploie sur nos cultures et nos lois, nos peines et nos joies qu'on cante à haute voix, à travers un univers de versité sans avoir toutefois passé par l'université. Ce que vous entendez parfois vous déprime, un goût amer, un goût de lime. Laissez-moi vous dire que c'est l'ignorance qui est à l'origine. Wow! OK. Good job. Tu vois, je parlais en anglais. Beau travail. Merci. Hey, merci C'est un beaucoup, plaisir. Gérald. C'est sûr qu'on va se revoir. J'ai envie de te réinviter et d'en apprendre plus sur ce beau projet qui est Messi. Donc, au plaisir. Et chers spectateurs, restez des nôtres puisque notre prochaine invitée est une immigrante et orthopédagogue, Filomena de Oliveira. Restez des nôtres. Ma prochaine invitée est une orthopédagogue ayant travaillé plus de 35 ans à la commission scolaire de Montréal à Parc Extension. Filomena de Oliveira, bienvenue à En français, s'il vous plaît. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui parce que, il faut le dire, là, vous êtes également la cousine à notre grand patron ici, Eduardo da Costa. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes d'origine portugaise et puis, parlez-moi un peu de cette arrivée au Québec, avant éventuellement le fait que vous étiez orthopédagogue. Il s'est passé beaucoup de choses là, pour votre arrivée au Québec. C'est ça. Alors, mon père a immigré ici en avril 57. OK. Moi, j'étais née, j'avais 8 ans. Alors, papa est resté ici pendant 3 ans et demi. Il a travaillé surtout sur des terres d'agriculture. Et au bout de 3 ans et demi, il avait vu qu'est-ce que le Québec, qu'est-ce que le Canada avait l'air. Et il est retourné au Portugal, à San Miguel, l'île où je suis née, parce que lui, son départ, c'était dans le but de donner un avenir meilleur aux enfants, parce qu'on était sous la dictature de Salazar. Et à l'époque, c'était vraiment les très riches et les très pauvres. Alors, papa avait des ambitions pour les enfants, pour un monde meilleur. Alors, quand il est retourné, on est resté ensemble, la petite famille, 6 mois, et nous sommes revenus ici au Québec lorsque j'avais 5 ans. Alors, c'est le début de notre aventure, de la grande aventure. Et je ne veux pas prendre pour acquis, mais j'imagine que quand vous étiez arrivé au Québec, vous ne parliez pas français du tout, c'était portugais, c'est ça? On ne parlait pas français du tout. Maman, mon frère et moi, c'était portugais et on était dans un appartement pendant 1 an dans l'ancienne Boraplouf, près de la rivière des Prairies. Et on n'avait pratiquement pas de contact avec le milieu francophone là. L'année après, on a déménagé sur le boulevard Jarret et là, il y avait une petite communauté portugaise. Et là, on a davantage été intégré à la communauté également française parce qu'il y avait comme plusieurs appartements portugais et le reste, c'était des francophones. Donc, quels sont vos premiers souvenirs du Québec, justement? Moi, je me rappelle, entre autres, que quand j'ai commencé la première année, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de maternelle, alors ça a été l'immersion totale. Alors, il y avait une petite fille de mon âge qui, elle aussi, ne parlait pas français. Alors, on était 2. Dans le temps, il y avait 2 classes de première année. Alors, ils ont mis la jeune dans une classe, genre classe A, et moi dans la classe B. OK. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'on se parle en portugais entre nous. Alors, ça a été l'immersion totale. Au bout d'1 mois, je parlais français. Là. OK. Et ça, c'est une question peut-être philosophique que je vais poser, mais est-ce qu'il y a des similitudes un peu entre le portugais et le français, dans le sens que je crois que c'est 2 langues latines? Oui. Oui. Donc, est-ce qu'il y a comme eu une certaine facilité par rapport aux origines latines de ces 2 langues-là, ou pas pantoute, c'est quand même assez différent? Là? Pas pantoute, comme on dit, parce que je me rappelle pas du tout que ça a été plus facile. Mais le fait qu'on soit seul, OK, chacun dans notre bar, on n'a pas eu le choix. Là. On était en survie. Ouais. Alors, il fallait vraiment, vraiment se mettre là-dedans. Sauf que le premier mois a été très, très difficile. À l'époque, on avait des bulletins mensuels. Okay. Puis je me rappelle de mon premier bulletin, on était peut-être 30 dans la classe et je suis arrivée comme 22 ou 23e. Pour mon père, c'était... Sur combien? Sur 30. OK.
Alors, mon père était vraiment là, désorienté. Il dit, ça n'a Ouais. pas de bon sens. Philomena, tu es arrivée 23e. Je sais que tu es capable. Lui, il avait oublié que je ne parlais pas français, lui, là. Hein? Alors, il me dit, regarde, prochain bulletin, je veux que tu sois dans les 10 premières. Et, C'était assez clair. et deuxième bulletin, j'étais genre 15e ou 16e. Puis là, j'avais la peur de ma vie d'arriver à la maison Ben oui. parce qu'il m'avait carrément menacé que ça ne passerait pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris une efface et j'ai effacé le 1 du 16 ou du 17. Alors, et je lui ai remis le bulletin. Lui, il regarde le papier. Il trouvait ça bizarre. Bizarre. Ouais. Alors, il y avait une dame francophone qui, elle aimait beaucoup dépanner les gens quand les gens avaient des questions, tout ça. Alors, papa est allé la voir, puis lui dit, là, il commençait vraiment à parler français. Il dit, écoutez, je ne suis pas sûre que c'est sa vraie note. Vous appelez à l'école pour savoir c'est quoi. Et je me rappellerai toujours. Okay? La directrice vient voir l'enseignante, puis nous, on travaillait, puis là, elles m'ont regardé toutes les deux. Je dis, ah, ça y est, mon chat est mort. Wow! Et quand je suis arrivée à la maison, papa, il a dit, écoute, je sais que tu as effacé le 1, mais c'est un peu de ma faute, j'étais trop sévère avec toi. Ah bon, fait qu'il y avait quand même Oui, cette oui, 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 compréhension-là. Puis à un moment donné, est-ce que vous vous êtes rendu dans le top 10? Oui. OK. Oui, 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 oui. À la fin de l'année, j'étais vraiment dans le top 10 et ça a été OK. comme ça tout le temps de mon primaire et au secondaire également. Là. OK. Avançons un peu plus dans le temps. Oui. Vous avez décidé par la suite, comme choix de carrière, Ouais. d'être orthopédagogue. Oui, oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'étais attirée beaucoup par les enfants, les aider. Il faut dire que je suis l'aînée d'une famille de 5. Mhm. OK? Alors, comme mes frères disent, je suis la seconde mère. Secondaire. Oui, alors déjà, j'aidais mes frères aux devoirs, tout ça, et j'avais développé cette passion-là, la relation d'aide avec les enfants. Puis c'était pas nécessairement une grande classe, tu sais, c'était en sous-groupe, même à un, là. Je trouvais que c'était ce que je voulais. Alors, je me suis informée, puis effectivement, ça répondait à mes besoins. Alors, j'ai fait la formation à l'Université de Montréal. OK. Et puis, ben, comme je l'ai dit, pour vous introduire au début, vous avez principalement travaillé dans le quartier Parc Extension, un quartier qui, encore aujourd'hui, est très diversifié. Ça vous a fait quoi de justement travailler dans ce milieu-là où il y a autant de diversité culturelle? Bien, je me sentais en terrain connu, OK? Puis souvent, je disais aux enfants qui avaient des difficultés, j'ai oublié de vous dire que je travaillais également beaucoup en classe, OK? OK. J'allais comme aider les enseignants ou encore on faisait des projets. Alors souvent, je leur disais, mais par mon nom, ils savaient que je n'étais pas québécoise de Ouais. souche. Vous n'êtes pas du Saguenay, là. C'est ça. Alors, je leur disais, je contais un petit peu mon histoire, en disant que j'étais portugaise, que papa avait écrit ça. Et je leur disais, tu sais, au début, moi aussi, le français, ça a été difficile. Ben oui. Ça a été difficile. Alors, je comprends quand tu dis que c'est difficile pour toi, je le sais. Mais tu sais, tu es capable, OK? Mais il faut mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais tu es capable d'apprendre le français et d'aller au-delà de tes difficultés. Puis souvent, je leur dis, regarde-moi, OK? C'était difficile au début, mais j'ai travaillé, puis maintenant, je t'aide. Alors, tu es capable. Est-ce que vous pensez que justement, le fait de raconter votre histoire, de votre parcours et tout ça, ça l'a un peu inspiré confiance aux enfants de se dire, OK, bon, ben, elle a commencé vraiment à partir de zéro. Donc, si elle a été capable, je suis capable aussi. Pensez-vous que même à cet âge-là, les jeunes pouvaient comprendre et puis s'inspirer de votre histoire? Moi, je crois que oui, parce que je travaillais avec les plus petits, de 6 ans à 9-10 ans. OK. OK? Alors, ils voyaient comme un symbole, tu sais, un but qu'ils pouvaient peut-être atteindre à long terme. Et quand je rencontrais les parents, parce que j'rencontrais les parents régulièrement, je leur disais ça aussi. Vous savez, votre enfant a besoin d'un peu de calme, OK, pour pouvoir se concentrer. Mhm. Puis je me rappelle d'une famille qui disait, écoutez, on est 5 enfants, puis il n'y a pas de place pour aller étudier. Je dis, Ouais. à la limite, là, qu'il aille dans la salle de bain 10 minutes, OK, lire, OK? Ça, là, c'est déjà important. Alors, je donnais des exemples concrets aux parents et j'ai l'impression que ça les aidait. Mhm. En terminant, Philomena, dites-moi en 15-20 secondes, qu'est-ce qui vous rend plus fière
de vivre au Québec et de pouvoir justement communiquer en français? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans tout ça? Ah, ben, qu'est-ce qui me rend le plus fière, c'est que c'était un but que mes parents avaient, puis je regarde mes frères puis moi, j'ai dit, ils ont atteint leur but parce que chaque enfant a fait une carrière ici, puis sont bien installés avec leur goût, leurs intérêts. Alors, je dis, papa et maman, ben, ils ont fait le bon choix. C'est ça. Et justement, ça a fini par rapporter ses dividendes. Vous avez exercé un métier qui est tellement noble d'être orthopédagogue pour les jeunes dans le milieu scolaire. Donc, merci beaucoup, Ben, ça m'a fait Philomena, plaisir. d'avoir participé. Au plaisir même de peut-être même vous réinviter à Ah. cette émission parce que je sens que je pourrais en manger davantage sur votre histoire et votre parcours. Donc, merci beaucoup. Et je vous invite, chers téléspectateurs, à rester des nôtres puisque dans les prochaines secondes, je vais vous présenter un topo de nul autre que Boucard Diouf qui va vous parler de l'importance de la langue française. Restez des nôtres. Moi, la langue française, pour moi, c'est la raison pour laquelle je suis ici. Je suis un francophone d'Afrique de l'Ouest, donc d'arriver dans un endroit où, quand tu dis frérot Jacques, il y a quelqu'un qui est capable de répondre à la chanson, c'est pas banal. C'est qu'il y a une certaine proximité entre nous, donc on est capable de communiquer. Donc, pour moi, c'est le premier outil d'intégration dans une culture, c'est la langue. Quand tu es capable de parler la langue, tu es capable de t'approprier une partie de l'identité collective des gens qui te reçoivent et de partager avec eux ce que tu es aussi. C'est ça l'intégration. Moi, je suis quelqu'un qui aime la langue française parce que je l'ai étudiée, je l'ai aimée et puis je suis quelqu'un qui répète souvent aux jeunes dans les écoles, une langue, c'est comme une amoureuse. Il faut s'en occuper affectueusement. Sinon, elle pourrait filer à l'anglaise et frencher une langue étrangère. Alors, c'est une belle langue, la langue française. Et l'aimer n'empêche pas d'aimer d'autres langues. Moi, la langue française, c'est ma 3e langue. J'en ai 2 avant. Et ça ne m'empêche pas de l'aimer. Voilà. On termine l'émission avec la cerise sur le Sunday, celle qui nous a confectionné ce beau bouquet qui se retrouve devant moi. La présidente fondatrice de Art Studio, Aliona Stéjar. Bienvenue en français, s'il vous plaît. Tellement content de te recevoir. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Et toi? Ben oui, très bien. On va dire aux gens qui nous écoutent, on se connaît depuis un certain temps. Tu es rendu une amie par l'entremise d'un de mes bons amis, Jean-Yves Lemay. Et je suis tellement tombé en amour avec ce concept-là de l'Art Studio. Mais j'aimerais ça qu'on retourne en arrière dans les tout débuts. Toi, tu viens de la Moldavie et j'aimerais ça que tu me racontes ton parcours de ton arrivée au Québec. Oui, je suis arrivée en 2006. Pour moi, tout était nouveau. J'avais l'impression que je suis dans un film américain, avec les petites maisons, avec gazon et tout ça. Et moi, je me souviens, mon mari, maintenant ex-mari, il est venu me chercher à un aéroport. Je me souviens, on était dans l'autoroute 40. Et j'avais l'impression que je suis un chien qui est sorti sa tête dans la fenêtre et sa langue, elle est ici. J'étais tellement contente, je ne croyais pas que je suis ici. C'était une autre planète pour moi, vraiment une autre planète. Et au niveau de la langue française, parce qu'il y a quand même toute une différence entre ta langue maternelle et le français. Donc, comment as-tu fait justement cette adaptation à ta langue d'accueil? Mais au début, c'est sûr que j'avais l'air stupide parce que tout le temps, je disais bonjour, bonjour, à tout le monde bonjour. Mais Comme après, moi qui dis привет, привет. C'est ça, pareil, как дела, привет. Oui, et tranquillement, je suis allée dans la francisation. J'avais une super bonne enseignante. Je me souviens jusqu'à maintenant son prénom parce qu'il était vraiment excellent. Et grâce à lui, j'ai eu ma base de français. Et après ça, je suis allée au cégep pour apprendre la langue française. Et doucement, je commençais à travailler. Et grâce aux gens qui sont ici, il était vraiment très accueillant. Et c'est vraiment, vraiment, même si je ne comprenais pas quelque chose, il m'expliquait avec ses doigts et on se comprenait. C'est sûr que tout le monde voulait savoir d'où je viens, comment je trouve Canada. Et tout le temps, je me pratiquais chaque jour avec mes clientes. Je travaillais comme serveuse. Et c'est sûr, c'est toujours un nouveau client. Et moi, j'ai répété. Et comme ça, je commençais à parler doucement. Okay. Et puis, tes filles sont aussi venues avec toi? Non, mes filles sont nées ici. Ah, tes filles sont nées ici? Oui. Tu vois, même si on se connaît depuis certaines années, j'apprends des choses. Donc, pour elles, le français, l'apprendre, c'était facile.
Oui, c'était facile parce qu'ils sont allés à la garderie, maintenant à l'école, ils ont 2 langues parfaites, comme russe et français, parce que j'ai voulu garder la langue russe. Maintenant, ils apprennent la langue française et aussi, ils ont commencé à apprendre la langue coréenne. OK. Mais c'est sûr que 2 langues de base, c'est russe et français, oui. OK. Et à quel point pour toi c'était important que tes filles apprennent le français aussi? Parce que, veux pas, à la maison, j'imagine que ça parlait russe, mais pour toi, c'était important que tes filles aussi apprennent le français? Moi, j'ai toujours disais, si c'est pas juste pour mes filles important d'apprendre la langue française, pour moi aussi, je suis venue dans ce pays où langue française, je peux pas dire que non, moi je veux parler en anglais. Ben non, c'est français, je respecte. Ouais. C'est pour ça que je suis allée apprendre. C'était très intéressant pour moi et pour les filles aussi. Je dis tout le temps, vous êtes nés ici, vous devez apprendre la langue française. Russe aussi, russe pour communiquer avec mes proches qui sont restés là-bas, premièrement. Deuxièmement, parce que c'est toujours mieux savoir plus langue. Oui, à la maison, on parle nos secrets entre filles en russe, mais sur la table, on essaie de parler en français parce que Jean-Yves aussi parle français et pour que lui aussi il comprend. Mais on a toujours 2 langues, russe-français. OK. Ben justement, parlons de ton conjoint, Jean-Yves Lemay, qui est québécois. Hein? Jean-Yves Lemay, c'est pas russe, c'est québécois. Parle-moi de cette dualité-là entre la culture québécoise, la culture russe et ou moldave. Est-ce que ça fait j'imagine que ça fait un beau mix là, à la maison? Oui, et des fois, c'est très drôle. Parce que des fois, moi, je dis quelque chose, lui, il ne comprend pas. Ou au contraire, ou lui, il dit un mot qui, en russe, c'est vraiment très bizarre. Et on rit tout le temps. Je lui dis quelques mots en russe. Et quand lui répète, ça aussi, c'est très drôle. Okay. Et bon, on est une famille de clowns. On est une famille de clowns qui rit tout le temps. Parlons de l'aspect un peu plus professionnel, Aliona. Tu étais travailleur autonome et puis maintenant tu as bâti une très belle entreprise qui est Art Studio. Le fait d'être travailleur autonome ou entrepreneur issu d'un autre pays, d'une autre culture, est-ce que pour toi c'était difficile au début de faire des affaires au Québec, sachant qu'il y a beaucoup de différences entre la culture de ton pays d'accueil et celle du Québec? Oui, c'est sûr que c'est un petit peu différent ici que là-bas. C'est sûr que moi, je n'ai pas assez les mots pour côté professionnel. Okay. Moi, j'ai plus base pour parler. Ouais. Et c'est sûr que c'était difficile, mais c'est un des obstacles que moi, chaque jour, je dois passer. Chaque jour, j'étudie quelque chose, je lis, j'écoute, j'appelle, je me pratique. C'est sûr que des fois, c'est difficile parce que j'ai l'impression que cette personne à la téléphone, elle parle vraiment pas français. Mais Jean-Yves qui me aide. Des fois, on fait main libre. Et si, par exemple, moi, je ne comprends pas, lui, il me traduit comme papa à son enfant. Ou au contraire, moi, j'ai dit quelque chose, madame, elle n'a pas compris, Jean-Yves tout de suite, et il traduit. Ben, on essaie, le problème, faire comme les obstacles chaque jour, on essaie de passer. Excellent. Et toi qui étais un peu plus du côté européen, est-ce que tu remarques justement cette différence entre le français québécois et le français plus européen, exemple la France? Il y a quand même une certaine différence, mais pour toi, est-ce que tu es capable de faire la différence entre les deux? Ben, cette année, je suis allée en France quand j'ai visité mes proches. Et la différence, je ne sais pas, le québécois est plus proche pour moi. Je le comprends beaucoup mieux que le français, oui. Je ne peux pas comparer, mais quand j'étais là-bas, je me sentais comme une touriste. Les gens étaient gentils, mais ils étaient comme ça avec moi. Ici, quand je suis venue, les gens étaient beaucoup plus accueillants. Tout le monde voulait savoir d'où je viens. Tout le monde voulait m'aider. Et moi, je n'avais pas de problème, par exemple, si je ne savais pas comment expliquer, je n'avais pas de problème à aller voir quelqu'un pour demander parce que je savais que lui, il va aider. En France, c'est un petit peu différent. Peut-être les gens là-bas, ils sont habitués par les touristes, peut-être ils sont tannés des touristes, je ne sais pas, mais il était moins accueillant, je ne sais pas. Je veux revenir rapidement à Art Studio, ce beau bouquet, cette belle entreprise-là.
Qu'est-ce qui explique le succès de Art Studio? Parce que tu l'as dit, tu étais entrepreneur, tu avais des obstacles. Et puis, je connais votre histoire, là, mais on s'entend que la pandémie, ça a fait au niveau des demandes. Donc, comment tu pourrais résumer le succès d'Art Studio? Le succès, moi, je pense, premièrement, il faut travailler. Oui. Il faut travailler, il faut avoir une belle équipe qui se comprend une à l'autre. Et toujours, il faut mettre les buts et aller ensemble pour réussir. C'est ça. Et toujours, il faut être créatif. Il faut être spécial parce que il faut être intéressant pour les clients. Tout à fait. Il faut toujours demander qu'est-ce que toi tu veux. Pas tout le monde, madame, monsieur, tout le monde. Toi, qu'est-ce que tu veux? Et là, ça touche. Et quand tu entends ton client, par exemple, tu demandes quelle couleur, quelle fleur, quel fruit tu aimes, allergie, tout ça, et les clients apprécient ça et ils reviennent. Je fais l'entrevue à l'envers. J'aurais dû te demander un peu plus tôt qu'est-ce que tu faisais. Mais justement, en résumant, qu'est-ce que Art Studio, qu'est-ce que vous offrez pour le bénéfice de nos téléspectateurs? Oui, on fait bouquet personnalisé selon chaque client, chaque son goût. Et vu qu'on travaille toujours avec les fruits, et toujours il reste fruits des restants comme moins souriants, et on transforme en fruits déshydratés et rouleaux fruits sans sucre ajouté. Pour éviter le gaspillage. Exactement, Wow. sans gaspillage. Et aussi pour que nos enfants ils mangent vrais fruits, sans produits... sans ajout artificiel. Exactement, sans sucre, naturel. C'est ça. Et maintenant, on a comme deux branches. Bouquet de fruits, c'est effet wow. Et plus branche santé. C'est collation pour les enfants. Parce que collation, ça se garde pendant un an. Tout à fait. C'est ça. Et ce collation peut manger même un enfant de 1 an, par exemple, facilement. C'est santé, c'est éco-responsable et c'est familial. En terminant, Liona, si on veut en savoir plus sur Art Studio, qu'est-ce qu'on fait? Sur notre page Facebook, Art Studio par Aliona. Et Instagram aussi. Instagram, Art Studio Aliona Stejar et site internet artstudioaliona.ca. Qu'on retrouve au bas de l'écran. Encore une fois, Aliona Stejar, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et je souhaite à toi et Jean-Yves un beau succès, une belle continuité de succès pour Art Studio. Merci beaucoup, Cédric. Et oui, toute bonne chose a une fin. Vient maintenant le moment de vous laisser. Mais permettez-moi à nouveau de remercier tous les invités qui ont participé à ce premier épisode d'En français, s'il vous plaît. Merci à vous, chers téléspectateurs, de m'avoir accompagné. Sachez que vous pouvez revoir cette émission en différé, ainsi que toute la programmation de TV Laval sur notre page Facebook ou même notre chaîne YouTube. Je vous laisse là-dessus sur une musique, vous l'aurez deviné, de la langue française. À bientôt. Pour que
ne suis